Bonjour à toutes et à tous. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode des controverses de Tram avec une question très directe. L'agriculteur a-t-il encore le pouvoir d'agir sur son avenir? Pour en débattre, j'accueille Philippe Collin, éleveur laitier en Haute-Marne. Philippe, bonjour, vous êtes en bio et vous croyez à fond, je le sais, dans la méthanisation. Oui, je suis polyculteur, bonjour, à côté de Langres, avec unité méthanisation depuis 2010. Bon, merci beaucoup. J'accueille aussi Rémi Heim, agriculteur dans le Bas-Rhin. Vous êtes céréalier, mais pas seulement. Oui, bonjour à tous et à toutes. Et bien sûr, céréalier, entrepreneur de travaux agricoles, dans le transport, dans encore d'autres activités différentes. Et voilà, il est ravi d'être là ce soir. Plaisir partagé. Nous recevons également Michel Dubois, expert référent en sciences de l'agriculture à Unilassal. Michel, bonjour. Si vous êtes d'accord, vous allez être notre expert tout au long de ce débat et vous allez prendre un peu de recul sur les différentes questions et nous aider à y voir large. Et j'accueille pour finir Christophe Léchira, responsable communication de Tram, qui va poser les enjeux de ce débat. Christophe, on t'écoute. Bonsoir, merci d'être présent. Les crises dans notre société moderne ont toujours existé, donc là, rien de nouveau. Mais aujourd'hui, dans un contexte de plus en plus anxiogène, l'agriculteur a-t-il encore le pouvoir de s'adapter et d'agir sur son avenir et surtout de ne pas le subir? Décryptage avec nos trois invités pour cette nouvelle controverse de Tram. Bon, allez, droit au but, Philippe. Est-ce que vous avez la sensation aujourd'hui que l'agriculteur est maître de son destin? Actuellement, pas trop. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un système qui fait que les agriculteurs sont portés par des décisions qui leur échappent. Et ensuite, peut-être qu'ils n'ont pas non plus envie que. Enfin, il y a des changements qui peuvent être brutaux. Et changer un système, ça demande beaucoup de réflexion. Rémi, vous Alors, partagez cet avis? si vous voulez être complètement maître de votre décision, généralement, on tombe sur la loi du plus fort. Or, aujourd'hui, on est dans une société qui est régie par des textes, des lois, des choses comme ça. Et donc, il faut faire un peu avec. Et là-dedans, chacun doit trouver ses marges de manœuvre. Malheureusement, ces textes et les règles qu'on se fixe ne sont pas toujours faits par les gens qui ont la connaissance ou faits par des gens qui ont un certain lobbying avec des intérêts très particuliers. Et ça nous empêche justement d'avoir un pouvoir de décision et un pouvoir de décision d'avenir et de le prendre d'avenir. Michel, justement, prenons du recul. Vous, c'est quelque chose que vous constatez chez les agriculteurs, ce sentiment de ne pas maîtriser leur destin? Alors, de ne pas maîtriser son destin, ça me paraît quelque chose d'un petit peu complexe. On ne maîtrise jamais totalement son destin, où qu'on soit. À partir du moment où on est dans une communauté humaine, on vit avec les règles de cette société. Alors, par contre, on peut avoir le sentiment qu'aujourd'hui, dans un monde qui change beaucoup, les règles ne changent pas aussi vite et ne s'adaptent pas à ce changement en cours. Alors, Michel, je me permets de te couper un peu, c'est ce que je disais avant. Le problème, c'est que pas que les règles ne s'adaptent pas si vite. Moi, je pense que le gros problème, c'est que les règles sont souvent faites par des gens qui n'ont pas la compétence ou la connaissance sur laquelle ils agissent au niveau des règles. Ça, c'est un premier très gros problème. Et c'est un problème qui ne concerne pas que l'agriculture. Et Rémi, tu penses à qui, là? Alors, bien sûr, je suis connu pour dire les escrolos. Généralement, vous savez, en tant qu'agriculteur, hein, et ça, Philippe, tu le sais très bien aussi, quand on laisse un champ vide et libre, il y a toujours, la nature fait toujours pousser quelque chose et elle met les mauvaises herbes. Et c'est vraiment très dommage parce que je pense en même temps que ces gens-là ont quelque chose à apporter, mais il ne faut pas qu'ils soient sectaires. Et c'est vraiment ce qui crée déjà un premier point d'accroche et qui donne le sentiment qu'on ne peut pas maîtriser son avenir. Pourtant, dans le monde agricole, on a vraiment tous les outils et on évolue et beaucoup de choses évoluent et on a vraiment des outils pour. Philippe, ton avis?
Sur les réglementations, ça, je suis tout à fait en phase, hein, parce qu'aujourd'hui, on voit que, je prends juste mon exemple au niveau de la méthanisation. Aujourd'hui, on a des unités qui, ça fait déjà 10-12 ans, hein, qu'elles produisent du digestat, et on assimile encore du digestat à des flux en élevage, alors que du digestat, c'est de l'engrais, et donc on n'a pas de réglementation qui permet de subvenir à l'épandage de digestat. Donc, aujourd'hui, on est en grande crise de l'engrais et on a des réglementations qui nous empêchent de faire des choses. Il y a des mesures qui ont déjà été faites pendant 10 ans. Il y a plein de choses qui ont déjà été faites, mais voilà, on a une réglementation qui ne bouge pas. Et j'ai du mal à croire que c'est nos représentants professionnels agricoles qui peuvent faire changer les choses. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une inertie où on essaye de ménager le chou, la chèvre et le loup, et qu'à un moment donné, quand peut-être certains sortent du rang, c'est toujours difficile de défendre. Michel, quelles sont les clés sur lesquelles justement doit agir un agriculteur aujourd'hui pour essayer de regagner un peu de la maîtrise de son destin, à ton avis ? Diversifier, être capable de prendre le pouvoir dans les instances qu'il ressent comme justement étant étrangères à ses choix? Il va falloir aussi que ces agriculteurs-là arrivent à parler d'une voix à peu près homogène, non pas pour obtenir un monde homogène, mais justement exactement l'inverse, c'est-à-dire pour faire sauter un certain nombre de réglementations désuètes et pour faire que les gens qui entourent l'agriculture et qui prétendent vouloir la faire évoluer soient plus à l'écoute des agriculteurs et en même temps soient plus techniquement dans le métier d'agriculture. Tram, pour moi, j'avais identifié Tram comme une des structures qui pouvait permettre de faire bouger les choses parce que il faut avoir des structures dans le monde agricole qui attirent l'oreille des gouvernants du pays, hein, pour comprendre qu'il y a un moment donné, il va falloir permettre aux agriculteurs de devenir vraiment des entrepreneurs. Christophe, ta réaction, puisque justement Michel parlait de Tram comme un levier possible. Tram a toujours été positionné sur l'innovation, repérer des sujets nouveaux, parfois peu développés, et puis qui ont permis de créer l'Association d'agriculteurs méthaniseurs de France. On a travaillé sur le tourisme rural, les produits fermiers. Parfois ça marche marche pas, mais c'est aussi ça l'innovation. C'est-à-dire que des fois on teste, des fois ça marche, puis des fois on se dit bon, on passe à autre chose. Mais je pense que il faut aussi oser le faire, prendre des risques. Et je pense que ça c'est vrai dans le développement agricole, mais c'est également vrai pour les exploitants sur leurs entreprises. De ce que je connais de Philippe, lui, il a pris beaucoup de risques. Je sais que nous, on a pris beaucoup de risques. Et en fait, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est un peu ce qu'on oublie, c'est un peu ce que vous ne dites pas. C'est pas nouveau. Il y a toujours eu et il faut toujours des meneurs, hein, mais seulement on a oublié de s'intéresser aux meneurs. Et c'est là, c'est ça qu'il faut retrouver. C'est cet esprit d'innovation et cet esprit aussi de prendre en compte ceux qui font. Philippe, toi, en développant la méthanisation, quelque part, tu allais devenir de plus en plus autonome, de plus en plus maître de ton destin. Est-ce qu'au terme de quelques années, tu considères que tu es maître plus ou moins qu'avant ? Beaucoup plus, beaucoup plus. En fait, on a été dans des voies comme dit Christophe, hein, on a innové sans réellement savoir si on innovait en fait. C'était plus le fait de porter des projets. Alors, je cite juste l'exemple de la station. La station, il n'y a pas de réglementation. Donc, tu vois, on est innové dans un endroit où il y a une réglementation qui n'existe pas. Parce qu'en fait, ce modèle-là n'existait pas en France. Mais il faut que tu expliques la station. Concrètement, c'est quoi la station ? C'est-à-dire que couplé à l'unité de méthanisation, on a dévié une petite partie du biogaz pour en faire du carburant véhicule et on alimente le camion de la laiterie, un bus scolaire, une quinzaine de véhicules, enfin bref, mais hors réseau. Donc en fait, on devient producteur de carburant comme Total, hein, enfin comme les géants qui existent partout. Et en fait, aujourd'hui, on n'a pas subi du tout les chocs géopolitiques, puisqu'en fait, notre carburant, il est lié à un coût de production. Et en fait, c'est ces petites choses-là qui nous font croire que on pourrait faire pareil avec nos produits. C'est-à-dire que demain,
on se base avec un fil rouge de nos coûts de production. Et ces coûts de production-là, avec une vraie transparence. Et une transparence où des agriculteurs peuvent devenir aussi des transformateurs, peuvent aussi devenir des distributeurs. Alors, c'est pas, je le dis clairement pour ceux qui écoutent, je suis un anti-coopérateur affirmé. Par contre, je crois tellement à la coopération, mais à la coopération le fossile de la coopération, nos petites fruitières de comté, voilà. C'est où l'agriculteur est décideur, il y a une transparence vraiment fiable, où tous les partenaires peuvent se retrouver et construire des filières. Et à un moment donné, quand on arrive à ça, ben, je pense que ça y est, les verrous sont levés. Quelque part, c'est ce que disait aussi Michel, c'est-à-dire qu'entre agriculteurs, on se tire dessus alors qu'on devrait faire l'union sacrée. Bah, l'exemple type, si tu permets. Alors, Michel, moi j'ai beaucoup de respect pour toi, pour ce que tu fais et tout. Et pour beaucoup de tes collègues en agriculture biologique, enfin un certain nombre, mais la promotion faite sur ce label par une partie de vos OPA et tout ça, c'était en tapant sur les collègues. Et déjà comme ça, les scissions les problèmes commencent déjà comme ça. Ouais. Et faire entendre ça à l'autre partie, ou alors, moi par exemple, qui suis en conventionnel, quand de temps en temps, je mets un peu en défaut certaines méthodes du bio, eh ben, le bio me tombe dessus que je suis un méchant. Tu vois, les choses commencent déjà comme ça. C'est malheureux. Également pour moi qui suis en bio et qui ne tape pas vraiment sur le conventionnel, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut une diversité. On sait d'où on vient. Je me suis pas installé en bio, donc j'ai fait du conventionnel. Je sais les limites du système. Je sais que tout le monde ne peut pas tomber dedans. Je suis pas sûr que c'est une volonté que tout le monde tombe dedans. Aujourd'hui, il y a une agriculture hybride à inventer, mais avec quand même un fil rouge. C'est quand même l'autonomie, la gestion des ressources et l'agroécologie qui doit quand même vraiment dicter demain les innovations. C'est-à-dire que c'est pas spécialement un robot dans une parcelle, s'il n'y a pas le fond agroécologie, je vois pas ce que ça apportera. Mais on est complètement d'accord, et il faut que ces choses-là aillent un peu plus loin et que les gens prennent conscience. C'est vraiment extrêmement important. Et on a toutes les ressources pour faire. Et il ne faut pas oublier que la France est un territoire avec des climats, des climatologies, des habitudes et tout, tellement diverses. Ça fait une telle diversité d'agriculture, ça fait une telle diversité en plus de personnes avec des envies, des repères un peu différents. Mais il faut se réapproprier, alors pour l'agroécologie en premier, et même pour le reste, hein, même pour l'avenir, il faut se réapproprier la pédologie, l'agronomie fondamentale, et ensuite chacun en fonction de ses connaissances peut évoluer et fait des chemins, parce que chaque exploitation, chaque entreprise ne ressemble pas à l'autre, chaque territoire ne ressemble pas à l'autre, et il est important de respecter ça et de vouloir comprendre ça. Or, aujourd'hui, un amalgame est fait. La France, elle unifiée dans tous les sens, et on unifie tout et on oublie tout. C'est très dommage. Donc Rémi, quelque part, tu dis il faut redonner de la primeur aux leaders, c'est-à-dire être capable de cultiver cet esprit d'entreprise qu'on a vu. Philippe, toi, tu dis peut-être qu'il faut vraiment innover, quitte à prendre des risques, hein, ça se rejoint un peu, puisque ce que tu as fait, tu as été sur un terrain où il n'y avait même pas de réglementation, donc tu étais peut-être en dehors totalement de ce qui pouvait arriver. Et puis, Michel, ce que je retiens, c'est que il va falloir peut-être que le monde agricole avance d'une voie commune, fasse l'union sacrée. C'est ça, peut-être 3 idées à retenir. Union sacrée, c'est toujours compliqué, parce que ce qu'il faudrait déjà, en effet, qu'on commence pas à critiquer le système des autres. Tu fais du semi-direct. Depuis 25 ans. Et tu appelles ça de l'agriculture conventionnelle? Ça, c'est rentré dans le discours bio-conventionnel. C'est ce discours-là. Non, mais moi justement, je ne veux pas rentrer là-dedans. Moi, je parle d'agriculture. Donc, je suis en semi-direct et en agriculture intensive. Oui, mais après, la méthode, le machin, c'est autre chose. L'intensivité n'est pas... Alors, si on commence à critiquer l'intensivité, il faut produire. Hein. Et on a une certaine surface agricole, on a une certaine population.
il y aura de toute façon des changements structurels Alors, forts. On sait bien en termes il faut produire, d'alimentation et tout. je me permets de couper, il faut produire pour l'alimentation, il faut produire pour de l'énergie, parce que je Mais oui, mais bien rappelle sûr. que dans le Oui, temps, bien sûr. 80% de l'alimentation produite par l'agriculture était pour l'énergie de traction pour Tout à pouvoir fait. produire les autres 20% à consommer. Et en même temps, il faut produire pour l'environnement. Parce que d'être intensif, c'est une pompe à carbone, c'est une pompe à la biodiversité, c'est une pompe dans tous les sens. Et malheureusement, on a un certain nombre. Alors, dans la profession déjà, il y en a beaucoup qui ne veulent pas l'entendre, mais en extérieur, bien sûr, ça laisse le champ libre aux mauvaises herbes qui racontent et qui font des raccourcis simplets, simplistes, vendeurs. Voilà. Bon, alors on pourra en parler pendant des heures, sauf qu'on est arrivé au terme de cette émission, mais juste avant, bien sûr, Christophe Léchera, la conclusion. Merci Jean-Paul. Pour conclure, je voudrais citer le naturaliste Charles Darwin qui a dit « Les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes ou les plus intelligentes, ce sont celles qui s'adaptent le mieux au changement. » De tout temps, les agricultrices et les agriculteurs ont vécu et vivent encore de nombreuses crises, mais ils ont toujours eu cette capacité collective de s'adapter, de rebondir, de se projeter dans le futur. Voilà, merci à tous d'avoir participé à cette émission, merci à vous de l'avoir écouté, et puis on se retrouve bien sûr très prochainement pour une nouvelle émission, Les Controverses de Tram. À bientôt.